Bonsoir Laurent Wisielski. Bonsoir. Vous êtes conseillère régionale en PACA, vous êtes membre du bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts, vous étiez porte-parole et vous êtes magistrate, toujours en fonction, mais aussi très impliquée dans la politique. On va parler de cette tribune que vous avez pu publier dans Libération ce matin. Mais d'abord, réaction à l'actualité, puisqu'on vient de l'apprendre. Johan-Noël Guérini reprend ses fonctions au Conseil général, puisqu'il avait donné délégation après sa mise en examen, et cette délégation a été invalidée, jugée trop imprécise par la justice. Donc ce soir, Johan-Noël Guérini redevient président du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Comment vous réagissez ? C'est-à-dire qu'il a toujours été président du Conseil général parce qu'on ne démet pas de cette manière un président de Conseil général. Il faudrait de nouvelles élections. Et je crains que la seule solution raisonnable ne soit sa démission de son propre chef. Et je pense qu'il va y venir. En fait, ces derniers temps, il avait donné délégation, mais il était tout le temps présent, non ? Je crois qu'il a du mal à quitter son bureau. Voilà, donc ça c'est l'affaire Guérini évidemment, et vous étiez un peu en première ligne comme militante d'Europe Écologie Les Verts sur place, mais vous êtes aussi en première ligne sur une manière de parler aux Verts qui est un peu différente. Alors certainement, je termine juste sur Johan-Noël Guérini. Vous savez que c'est une affaire qui malheureusement n'est pas terminée, et je voudrais bien qu'elle ne contrarie pas le processus des élections législatives qui est à venir dans les Bouches-du-Rhône. Et donc, il va falloir que nos amis socialistes des Bouches-du-Rhône prennent la mesure de cette difficulté qui est majeure. C'est-à-dire qu'il lui demande de totalement sortir du parti et de totalement ne pas s'impliquer dans les élections législatives là-dessus. Je n'ai pas à dire au Parti socialiste ce qu'il doit faire, hein, pas d'ingérence, mais je pense que de lui-même, il doit mettre de l'ordre et trouver la bonne manière de mettre de l'ordre. Sinon, il est certain que cela perturbera nos alliances, d'abord nos accords, et puis le bon déroulement des élections législatives. Et je crois que les Marseillais en ont assez. Voilà, ça c'est un message notamment peut-être à François Hollande, hein, le candidat socialiste sorti en tête des primaires, sur lequel vous avez des mots plutôt gentils aujourd'hui dans Libération, où vous dites la portée historique des propositions de Hollande sur le nucléaire ne doit pas être ignorée par nos amis verts. Et c'est vrai que lorsqu'on entend Eva Joly dire il faut qu'ils viennent avec moi voir Fukushima parce que on a l'impression qu'il ne sait pas tout à fait ce qui s'y passe, ou bien que Cécile Duflot qui dit sans accord sur le nucléaire, très clair, il n'y aura pas de participation, il n'y aura pas de députés, il n'y aura pas de ministre. Enfin bon, il y a un ton qui est quand même assez... Enfin, on est dans un bras de fer. Et vous dites, mais non, il faut discuter. Mais moi, je pense qu'il faut calmer le jeu. Il faut calmer le jeu. Alors, je ne sais pas si les postures très tranchées sont incontournables ou sont une étape indispensable au départ d'une négociation. Mais pour ce qui me concerne, je souhaite que nous aboutissions à un accord parce que je souhaite, comme une grande majorité des Français, l'alternance. Et lorsque j'ai indiqué que les propositions de François Hollande avait un caractère historique. Bon, d'abord, ça n'était jamais qu'une phrase. Et j'ai dit que nous n'avions pas, nous, écologistes, sans doute saisi la portée historique de ce positionnement. Il n'y a rien de complaisant. Vous avez rappelé mon positionnement dans les Bouches-du-Rhône. Donc, il n'y a rien de complaisant à l'égard de mes amis socialistes. En revanche, c'est une rupture. Il faut que nous en prenions conscience. C'est une rupture avec 40 ans de discours monolithiques pro-nucléaires, discours tenus par les gouvernements UMP et PS jusqu'à maintenant. Donc c'est pour la première fois on a un candidat qui dit le nucléaire, le tout nucléaire, il faut on va passer réfléchir. De 75% à 50%. Il faut revenir dessus et donc c'est un bon début. C'est un bon début. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Oui. Bien sûr, Europe Écologie Les Verts le pense et moi aussi, je souhaite que l'on sorte du nucléaire. Mais nous savons bien tous que ça ne peut pas se faire comme ça dans un trait de temps court, c'est pas possible. Et donc moi je pense qu'il faut négocier. Je suis favorable à ce que l'on trouve le bon compromis. Et je pense aussi que sur cette question du nucléaire, il faut, parce qu'il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant, qu'un grand débat citoyen public soit organisé. Ce que propose François Hollande aussi. Les Français doivent s'exprimer une fois qu'ils ont été bien informés. Ils se posent la question, qu'est-ce qui va se passer si on sort du nucléaire, on ferme toutes les centrales? Bon, est-ce que les trains vont continuer à marcher? Est-ce que il y aura encore mon assez four électrique va encore marcher? Et c'est normal qu'ils se posent la question et on doit pouvoir leur répondre avec des expertises qui existent. Et
une fois bien informés, je pense qu'il faut que cela soit sanctionné par un référendum. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la première fois que vous dites, parce que là, dans le même papier de Libé, dans la même page, il y a aussi une tribune de Yannick Jadot, qui est le porte-parole d'Eva Joly, qui dit le candidat socialiste envoie un mauvais signal. En gros, il n'est pas dans les clous, ça ne nous convient pas. Donc, on sent bien quand même que vous êtes à côté de la ligne officielle et que vous voulez faire vivre un courant plus ouvert sur le PS, plus négociateur, plus dans le compromis, plus dans la discussion que dans le rapport de force. Alors c'est vrai que j'ai toujours été un candidat de rassemblement et d'ouverture. Et ça depuis toujours, depuis que je me suis engagée en politique et depuis mon entrée en politique pendant les régionales. Vous faites allusion à l'autre tribune, celle de Yannick Jadot. En réalité, nos deux tribunes ne sont pas contradictoires. Pour moi, il n'y a pas de sujet. Elles n'ont pas le même objet. Yannick Jadot développe notre programme en matière nucléaire et moi, je l'approuve sans réserve. Simplement, lui, il voit le verre à moitié vide et moi, je le vois à moitié plein. Tant mieux, pour une fois, le pessimisme slave n'aura pas repris le dessus. Moi, j'ai envie d'aller de l'avant et j'ai envie que nous trouvions la bonne manière de discuter le bon compromis. Est-ce que vous avez Parce qu'il envie... ne peut pas y avoir d'accord de gouvernement, enfin, il ne peut pas y avoir d'accord sur les législatives, à mon sens, sans qu'il y ait d'accord de gouvernement. Je suis peut-être, et ça j'y tiens, nouvelle, encore que maintenant, en politique, ça fait quand même un petit moment que je suis arrivée, si je puis dire, et pour moi, les deux sont liés. Évidemment. Concrètement, on sait aussi que vous êtes une amie proche d'Eva Joly. Eva Joly, elle est candidate et elle tient aussi le discours dur, je dirais, face à François Hollande. Est-ce que vous croyez que le fait qu'elle soit à 3% dans les sondages ces derniers temps, ça explique peut-être qu'il y a une manière d'être plus exigeant et de vouloir essayer de forcer le ton, ou au contraire, au vu de ces sondages, pour François Hollande, dans le fond, ça peut être facile à éliminer? Alors, je ne crois pas que ce soit facile à éliminer parce que d'abord, c'est un vrai sujet et un sujet qui concerne tous les Français. Je veux dire, ça n'est pas un sujet des écologistes nucléaires. Il doit rester une candidature écologiste. Pour ce qui me concerne, je soutiens Eva et j'ai soutenu l'idée qu'il fallait une candidature écologiste à la présidentielle parce que c'est le seul moment où l'on puisse présenter un programme et où l'on puisse parler d'écologie et faire comprendre à nos concitoyens que l'écologie politique, ça n'est pas seulement environnemental, ça n'est pas seulement la protection des oiseaux, ça n'est pas seulement la protection de la planète, c'est aussi une autre approche de nos modes de production, de consommation, de distribution. Cela se décline sur tous ces registres et c'est une approche qui est globale. Mais concrètement, lorsque François Hollande dit « attention, au 21 avril, on ne répète pas les erreurs précédentes, il n'y aura plus qu'une candidature à droite sans doute parce que Jean-Louis Borloo est parti, est-ce que du coup à gauche il faut faire attention ?» Et lorsqu'on voit 3% aujourd'hui pour Eva Joly, peut-être que la question se pose. Daniel Cohn-Bendit l'avait dit aussi, peut-être qu'il faudra repenser. Lui, c'est vrai, avait défendu l'idée qu'il fallait plutôt un groupe conséquent à l'Assemblée et pas de candidature à la présidentielle. Pour ce qui me concerne, non, je soutiens la candidature d'Eva Joly. Maintenant, ce sera à elle de décider si elle doit ou non la maintenir à un moment donné. C'est trop tôt, dans tous les cas de figure, c'est trop tôt. Et là, c'est vraiment une décision qui lui appartient. Et par ailleurs, on peut soutenir un candidat sans être d'accord sur tout. Juste un mot, parce que François Hollande, vous vous souvenez, le soir de sa victoire à la primaire, il a eu une phrase quand même assez rude. Il a dit les écologistes, ils ont un petit peu voulu s'immiscer dans notre élection. Et sauf qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Franchement, non, vous avez fait élire... il y a eu une volonté de la direction d'Europe Écologie de faire voter Martine Aubry à la primaire? Je comprends cette réaction d'humeur, parce que ce que je crois, et ça je ne l'ai pas fait pour ce qui me concerne, ce que je crois c'est que les dirigeants d'Europe Écologie Les Verts ne devaient pas laisser transparaître, et par respect pour la candidature d'Eva, pour ce qui me concerne je ne l'ai pas fait, ne devaient pas laisser transparaître leurs préférences. Et je crois que c'est ce mode d'expression qui est à l'origine de cette réflexion. C'était une erreur. Un petit peu, voilà, pour moi il ne fallait pas le faire. Voilà. Nous devions respecter la candidature d'Eva et nous ne devions pas laisser, parce qu'il n'y a pas eu d'appel public à voter pour un tel ou un tel. Il y a Jean-François Placé qui a regardé le match de rugby avec Martine Aubry. Comme ça qui ont laissé penser que. Et je crois que c'était trop. Cécile Duflot, candidate à Paris, c'est une bonne idée? Aux législatives puis à la municipale? Mais de toute façon, la candidature de Cécile Duflot est par définition une bonne idée. Parce qu'elle est porteuse d'un vrai projet, et puis c'est une vraie personnalité de l'écologie. Donc après, à Paris, dans telle circonscription, les négociations ne sont même pas, ont été ouvertes, mais elles se poursuivent.
Et donc, comme elles sont liées aussi à un accord de gouvernement, vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'aléas et qu'on ne peut pas se prononcer complètement. Et vous êtes candidate aussi à Marseille? Alors, je me présenterai vraisemblablement à l'investiture, mais compte tenu des difficultés qui existent à Marseille, il faut d'abord qu'il y ait un accord national. Et ensuite, il faudra aussi qu'il y ait des progrès en termes de gouvernance des collectivités territoriales et aussi d'organisation de nos amis socialistes. J'ai bien entendu le message. Merci beaucoup Laurence Wiśniewski d'être venue sur le plateau de BFM TV. Je vous le disais tout à l'heure, on va parler de la Tunisie parce que nous sommes en direct à présent avec Serge Moati, le journaliste et réalisateur né à Tunis et qui est allé voir un peu sur place les élections. Il a aussi écrit Dernières nouvelles de Tunis chez Michel Lafon. Bonsoir Serge, vous revenez de Tunisie, donc vous êtes très attaché à ce pays. Et ma question va être simple. Le parti Ennahda semble l'emporter ce soir. Il n'y a pas encore de résultats définitifs. Ça vous fait peur? Ça fait peur à tous les amis démocrates, progressistes. On ne dit pas laïcs, il ne faut pas dire laïcs parce que le mot est intraduisible en arabe, dit-on. Mais enfin, disons pas religieux. Et ça fait peur évidemment à toute cette société civile immense tunisienne. Voilà. Donc maintenant, Ennahda est obligé de composer avec cette société civile importante qui ont quand même obtenu des scores importants. Si vous rajoutez le nombre de partis qui arrivent en 2, 3, 4, 5e position, ça fait quand même du monde. Vous m'entendez, Ruth? Oui, tout à fait. Mais vous avez vu aussi que, par exemple, il y a 4 députés sur 10 qui représentent les Tunisiens de France? C'est incroyable. C'est presque une réplique, vous savez, de ce débat foireux sur l'identité nationale en France, vous savez. C'est genre, je revendique mon appartenance à l'identité arabo-musulmane, etc., etc. Donc le thème d'Ennahda, qui est un parti surtout très conservateur, conservateur, arc-bouté sur les identités religieuses, etc. Et ils sont obligés, même s'ils sont modérés, on dit islamistes modérés, c'est un mot comme ça, ils sont obligés de composer avec les autres. Ce n'est pas une alliance qui peut se faire, c'est une union, parce que tout ça c'est pour faire une constitution, c'est pas pour gouverner, c'est pour faire une constitution. Donc ils sont obligés de travailler ensemble, c'est impossible autrement. On peut pas laisser, les amis démocrates ne peuvent pas laisser évidemment Ennahda faire seul la constitution, ça serait extrêmement inquiétant. Donc il y a une nouvelle opposition et puis il y a sûrement 2 partis au moins qui vont faire une union avec Ennahda, Parti démocrate. Vous dites aujourd'hui au gouvernement français, aux Français qui s'intéressent à cette situation, quel message? Qu'est-ce qu'on peut faire? D'être amis d'abord avec la Tunisie, où la croissance est nulle, le tourisme en berne, et c'est un pays qui nous est proche, qui est un pays fraternel, qui est un pays amical, etc. Et vraiment, il faut continuer à l'aimer, ce pays. Et j'espère que les forces de la raison, évidemment, vont l'emporter en Tunisie. Et nous, on a déjà trop lambiné avec Ben Ali, etc. On ne va pas passer d'un dictateur à l'autre, évidemment. Donc il faut tout faire pour soutenir les forces, disons, démocratiques et progressistes, libérales, quoi, en Tunisie. Ennahda a pris des engagements sérieux contre la charia, etc., disant qu'ils ne l'appliqueront pas, etc. Ils vont pas faire le coup de la Libye en Tunisie, ils l'ont promis, ils l'ont juré, jamais ils reviendraient à la polygamie. On regardera et vous, vous comme attaché à ce pays, vous regarderez vous essaierez d'être solidaire. Laurence Wiśniewski, ça vous inquiète pour les femmes tunisiennes? Écoutez, lorsque j'ai entendu... tunisienne, oui, encore plus libyenne. Lorsque j'ai entendu les premières déclarations du président du Conseil national de transition, lorsque j'ai compris que le premier sujet qu'il évoquait était celui de la polygamie, je me suis dit, mais dans quel monde on vit? Ou alors il faut répondre par la polyandrie, après tout, pourquoi pas? Mais c'est vrai que ça m'inquiète. Merci beaucoup, merci Serge Moati, merci Laurence Wiśniewski d'être venue sur notre plateau. Restez avec nous. Après le journal de Jean-Rémy Baudot, c'est notre face-à-face. Malek Bouti, Bernard Debré, on parle de Rachida Dati et de Ségolène Royal. À tout de suite.